Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une stratégie globale et d'une approche au financement et notamment en ce qui concerne les investissements pour les particuliers et pour votre finance personnelle avec une stratégie ma foi relativement évidente mais qui me semble important de rappeler, c'est la domination évidente de la simplicité par rapport à l'ensemble des autres stratégies. Il faut bien comprendre que la simplicité, en ce qui concerne l'investissement, ça n'est pas seulement la facilité. Bien souvent, on associe la facilité à une moindre qualité. On se dit que si l'on passe moins de temps à peaufiner un projet, alors il sera nécessairement d'une moins bonne facture qu'un projet sur lequel on aura pris beaucoup le temps de peaufiner la forme et de peaufiner le fond. En finance, il y a ce paradoxe qui fait que très souvent, les investisseurs les plus négligents sont capables de battre des investisseurs qui passent un temps fou à essayer d'optimiser leurs investissements et énormément de ressources aussi. Et quand on parle de ressources, on peut parler de temps, mais on peut aussi évidemment parler d'argent, puisqu'il faut bien comprendre que la simplicité, elle a un avantage évident par rapport à la complexité quand on parle d'investissement, c'est que qui dit complexité dit frais supplémentaires. Quel que soit le type de complexité, que ce soit en essayant d'avoir une super diversification avec plein de types de produits, eh bien vous allez vous exposer à plus de frais. Que ce soit en travaillant sur des produits spécifiques qui, là encore une fois, génèrent des frais supplémentaires, que ce soit en demandant de l'aide et donc en ayant des frais à payer auprès de conseillers financiers. Là encore une fois, la complexité a un coût, et un coût qui n'est pas nécessairement récupérable, puisque si l'on part du principe que quel que soit le niveau de complexité, personne n'est capable de battre le marché, alors autant le suivre de manière la plus simple et la plus épurée possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien souvent, quand on regarde cette question de l'investissement personnel et des finances personnelles, on se dit que euh, si tant de personnes ne parviennent pas à tirer profit de, euh, de ce potentiel outil pour créer du patrimoine, c'est qu'il doit y avoir une barrière technique, euh, une barrière de connaissances importante, et que le seul moyen pour nous d'arriver à utiliser cet outil qui n'est pas utilisé par la plupart des personnes, c'est justement de devenir expert, de devenir un technicien. Et en fait, c'est une fausse, j'ai envie de dire, affirmation. C'est une fausse hypothèse. Parce que le fait est que ce qui empêche la majeure partie des personnes euh, de tirer profit du fonctionnement capitaliste actuel dans leurs investissements personnels, ça n'est pas la complexité de ce système, mais c'est simplement le fait que de nombreux biais cognitifs nous poussent à agir de manière contraire à nos intérêts personnels. Notamment parce que un des facteurs les plus importants pour réussir de l'investissement personnel, c'est le temps. C'est-à-dire que, quelle que soit votre stratégie, le temps est un facteur extrêmement important, indispensable, et le temps est évidemment un facteur euh, nécessaire à la puissance des intérêts composés. Le temps, tout le monde l'a, mais tout le monde n'a pas envie de le prendre, parce qu'on est tous intrinsèquement impatients. Pour vous donner un petit exemple, si on place 100 euros par mois pendant 30 ans à 6%, qui est un rendement pas dingue, mais atteignable, eh bien on obtient 100 000 euros. Si on arrive à augmenter notre rendement de 1%, en passant de 6% à 7%, et il faut bien se rendre compte que quand on dit ça, c'est immense. C'est-à-dire que être capable d'augmenter son rendement de 1% au niveau de son investissement, ça signifie prendre beaucoup plus de risques et essayer vraiment euh, de se mettre dans des situations qui peuvent être compliquées. Donc ce 1%, il est immense. Et bien en fait, si vous investissez toujours la même somme, c'est-à-dire 100 euros par mois, mais cette fois-ci que vous arrivez à faire 7% au lieu de 6, eh bien tout ce que vous allez gagner en termes de temps, c'est 2 ans. C'est-à-dire qu'il vous faudra que 28 ans pour atteindre les 100 000 euros au lieu de 30 ans, si vous étiez à 6%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réciproque, elle est vraie. Concrètement, il est beaucoup plus facile d'investir 2 ans de plus sur 30 ans
que d'arriver à générer 1% de rentabilité supplémentaire par an tous les ans. Donc par définition, ce qui définit votre réussite, ça n'est pas votre capacité à créer le portefeuille absolument optimal, mais seulement de créer un portefeuille qui est sensé, qui est cohérent, et vous y tenir sur la durée. Et la meilleure solution pour ça, c'est de travailler sur la simplicité, parce que plus vous allez rajouter des couches de complexité, plus vous allez avoir du mal à suivre et à être serein et à être de manière continue dans votre investissement dans le temps, puisqu'on parle ici de décennies. Et au cours de la vie de chacun d'entre nous, il y aura bon nombre de choses qui vont nous dévier notre attention de cette question financière, et sans doute pour le mieux. Mais donc l'idée, c'est d'avoir un plan qui soit le plus automatique, le plus classique, le plus évident possible, pour que même quand notre attention est déviée par la magie de la vie, eh bien, on puisse continuer de profiter de ces intérêts composés. Et pour moi, la meilleure stratégie pour ça, c'est de toujours aller vers la simplicité. Quand je parle de simplicité, je parle de quoi? En fait, c'est très simple. Je parle déjà de n'avoir qu'une seule banque. Bien souvent, on voit des influenceurs, des investisseurs qui ont un nombre de banques qui, moi, me semble faramineux. Quand on a son argent qui est dispersé entre 7 banques, alors si vous avez des millions d'euros, ça se défend pour des questions d'assurance par l'État. Mais si vous vous amusez à mettre 1000 euros sur chaque compte et que vous avez un compte par banque et que vous avez 7-8 banques, pour moi c'est du suicide. Déjà, vous avez toutes les chances d'en oublier une, et à gérer, c'est un cauchemar. Donc pour moi, recentraliser sur une institution bancaire, quand bien même, effectivement, peut-être que cette institution bancaire, vous pourriez avoir une enveloppe fiscale qui est un tout petit peu mieux sur une autre banque. Mais cette optimisation fiscale de quelques millièmes de pourcentage, elle ne vaut pas la simplicité. Elle ne vaut pas le fait de pouvoir tenir dans le temps de manière facile, de manière simple. Donc la première idée, c'est vraiment avoir une seule institution bancaire dans la limite des garanties effectivement par l'État, si vous craignez que cette garantie euh, puisse être mise en place un jour. La deuxième chose, c'est la question des enveloppes fiscales. Là, encore une fois, on voit parfois des gens qui euh, ont une diversification qui n'a pas vraiment de sens. Des personnes qui ouvrent plein de comptes titres ordinaires pour des raisons différentes, qui ouvrent plein de livrets, plein d'assurance vie. Là, encore une fois, il faut faire au plus simple. Il faut se poser la question, une fois, de faire son profil d'investisseur, de se dire, bon bah voilà, quels sont les avantages de telle enveloppe fiscale par rapport à laquelle. Pour ma part, c'est relativement simple. Tout ce qui, tant que vous pouvez mettre de l'argent sur votre PEA et que vous voulez capitaliser sur le long terme tout en évitant les impôts, toute cette partie risquée, toute cette partie capitalisation, vous la mettez sur votre PEA. Vous pouvez ouvrir votre assurance vie pour plus tard, on verra. Mais il faut éviter de se disperser. Et à côté de ça, effectivement, vous pouvez avoir un ou deux livrets qui vous permettent d'avoir une source de ressources liquides et garantie et accessible. Donc voilà, limiter le nombre d'enveloppes fiscales. Après, au sein même des enveloppes fiscales, là encore une fois, euh, on a la chance de pouvoir avoir accès à euh, une des, un des concepts les plus importants en finance, qui est la diversification, sans avoir à démultiplier le nombre de lignes d'investissement. Encore une fois, je vois parfois des comptes titres qui n'ont pas vraiment de sens. Des comptes titres avec 30, 40, 50 lignes de quelques euros, alors que vous pouvez choisir d'acheter un ETF qui va vous permettre d'avoir des centaines, voire des milliers de lignes d'actions, donc d'être beaucoup plus diversifié, tout en ayant une gestion qui est beaucoup plus simple et en ayant moins de frais. Donc, encore une fois, euh, ça peut être tentant de se dire que la complexité eh bien, va être gagnante au long terme, mais c'est pas du tout ce que nous dit l'expérience et les études empiriques. Donc, jouons la simplicité, visons des ETF qui sont globaux, qui sont simples et qui nous permettent de diversifier en ayant idéalement une seule ligne, typiquement un ETF monde. Et enfin, c'est la question de la stratégie. Euh, pour moi, avoir plusieurs stratégies, c'est une erreur. Il y a des gens qui aiment bien avoir une stratégie long terme, une stratégie moyen terme, une stratégie court terme. Et très souvent, on voit des paradoxes qui sont complètement stupides. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir par exemple de l'action Apple dans leur stratégie long terme,
et dans leur stratégie de trading court terme, ils vont short Apple. Donc concrètement, ils se hedge de manière à ce que peu importe l'évolution du cours d'Apple, dans tous les cas, ils sont à zéro et en fait ils sont en négatif puisqu'avec les frais de courtage, eh bien ils sont sûrs de perdre. Si l'action augmente, eh bien leurs shorts vont perdre de la valeur tandis que leurs actions vont en gagner, et si l'action baisse, leurs actions vont perdre de la valeur tandis que les shorts vont en gagner. Ça s'équilibre et après ils payent les frais de courtage. Donc là encore une fois, il faut essayer d'avoir une seule stratégie, et en l'occurrence pour l'investisseur individuel particulier, la stratégie qui a été la plus puissante au long terme, et de très loin, c'est la stratégie de buy and hold, c'est-à-dire vous achetez et vous conservez. La seule raison de vendre, ça n'est pas une question de prix, ça n'est pas une question de fondamental, ça n'est pas une question d'analyse, de fondamentaux, pardon, c'est une question de besoin de liquidité. La seule raison de vendre, c'est parce que vous avez besoin de liquidité pour votre vie réelle, non pas pour faire d'autres investissements. Donc concrètement, c'est quoi la conclusion? C'est que ce qui nous empêche de tirer profit de la bourse, ça n'est pas sa complexité. C'est le fait que, en réalité, c'est simple, mais c'est chiant. Bah ouais, parce qu'en fait, quand vous faites en sorte que tout soit simple, bah vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc oui, dit comme ça, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes passionné, si vous aimez le jeu, si vous aimez l'analyse, si vous aimez la découverte, eh bien vous serez un petit peu ennuyé par une stratégie un peu plan-plan qui, oui, sera la plus rentable dans 30 ans, mais en attendant, bah, je m'ennuie. Bah oui, effectivement, vous vous ennuyez. Si vous voulez vous amuser, allez au casino. Il y a vraiment une offre pour tous les types, mais je pense qu'il faut éviter de mélanger investissement et amusement, parce que c'est le meilleur moyen de vous brûler les ailes et de finalement regretter par la suite des actions qu'on a pu faire par le passé, actions qui, dans le passé, sont celles qui comptent le plus hein, avec le futur, grâce aux intérêts composés. Donc voilà pour cet éloge, j'ai envie de dire, de la simplicité en termes de finances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et je vous dis ciao.